fatigué déjà, la messe vous a épuisé? Allô, allô? Alors, moi j'ai été à Don Bosco à l'époque, quand ça a ouvert à la Signo 22, j'ai commencé là-bas. Donc, je pense que je suis un peu le fruit aussi des religieux. Mais on m'a appris à bien dire j'écoute. Mais là, j'entends des adultes qui disent j'écoute. Allô, allô? J'écoute. En fait, tant que je vous entends pas, ça veut dire que vous n'êtes pas attentif et donc je ne peux pas commencer. Allô, allô? J'écoute. On va passer le temps à dire j'écoute, hein, parce que là, c'est bon. Ceux qui sont au fond là-bas, c'est bon. Vous m'entendez? C'est bon? D'accord. Bon, je ne vais pas me représenter. Je m'appelle Daisy Saunier. J'ai l'honneur d'avoir été appelée, d'avoir été choisie pour parler avec vous d'une thématique qui s'ancre en fait dans ce que vous êtes toujours en train de vivre par rapport à tout ce qui a été mis en place par le pacte d'éducation éducative globale. Il y en a qui connaissent ça? Non. Vous n'êtes pas au courant? Ah, d'accord. Bon, je suis désolée, j'avais fait un PowerPoint bien et tout ça, mais il ne se voit pas. Donc, je vais essayer d'être assez claire, de faire les choses sans mettre trop de termes techniques pour pouvoir voilà, faire passer le message. Donc, on m'a dit qu'aujourd'hui, le thème c'était une vision positive de soi et de l'autre pour une communauté éducative plus épanouie. C'est vrai? Alors, pourquoi cette thématique? Je pense qu'elle s'ancre en fait dans ce que le pape a lancé comme invitation en 2019 lorsqu'on a mis en place le dialogue justement sur l'éducation. J'ai repris un petit mot qu'il a dit. Il a lancé l'invitation à dialoguer sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète et sur la nécessité d'investir les talents de chacun. Chaque changement nécessite en effet un parcours éducatif pour faire mûrir une nouvelle solidarité universelle et une société plus accueillante. C'est dans ce but-là qu'il a promu l'initiative d'impact éducatif global afin de raviver l'engagement pour et avec les jeunes générations, en renouvelant la passion d'une éducation plus ouverte et plus inclusive, capable d'une écoute patiente, d'un dialogue constructif et d'une compréhension mutuelle. Je pense qu'en fait, la thématique d'aujourd'hui est totalement dans ce sujet-là et dans cette invitation lancée par le pape. Donc, l'objectif aujourd'hui pour moi, c'est qu'à la fin de ce petit temps, on soit capable de définir c'est quoi une bonne vision de soi ou alors une bonne estime de soi-même, de reconnaître ce qui n'est pas une bonne vision de soi et tout ce qui fait en sorte qu'on n'ait pas une bonne vision de soi et d'avoir quand même quelques petits outils pour avoir ou développer cette bonne vision ou cette bonne estime de soi-même. Voilà. Je ne vais pas m'arrêter tout au long, mais j'espère qu'à la fin, il y aura beaucoup de questions. Ça voudra dire qu'en fait, vous avez écouté. Donc, tout au long, vous pouvez noter les questions au fur et à mesure qui permettront d'éclaircir un peu ce que je vais dire. Alors, c'est dommage, il n'y a pas le plan, donc je vais commencer, je vais vous dérouler le plan. On va d'abord en premier, bon, je vais introduire bien sûr mon propos. On va d'abord voir ce que c'est qu'une vision positive de soi, avec en premier, c'est quoi la connaissance de soi, ensuite c'est quoi l'estime de soi. On va aussi ensuite voir dans une deuxième partie l'intérêt qu'il y a d'avoir une bonne vision de soi-même, parce que ça permet un développement personnel, un développement interpersonnel et un développement professionnel. D'accord?
Dans une troisième partie, on va savoir comment on évalue, d'accord, chez soi et chez les autres, cette estime de soi. En premier, on va voir aussi comment, on va développer, qu'est-ce que c'est qu'une bonne estime, c'est quoi aussi la haute estime de soi, qui peut être aussi en fait une fausse haute estime, mais qui sont parfois des masques. Et on va voir les tests que nous on utilise parfois pour évaluer l'estime de soi. D'accord? Bon, c'est dommage, je ne pourrais pas les présenter, mais je vais en parler. J'avais fait des diapos avec quand même des items, mais bon, c'est dommage. Ensuite, on verra comment développer une bonne estime de soi, une vision positive de soi, avec les petits outils qui sont le questionnement, la reconnaissance des fausses croyances et, si on n'arrive pas tout seul, à se faire aider par un professionnel. Ma dernière partie s'appelle « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parce qu'en fait, on a dit pour avoir une bonne vision de soi et de l'autre. D'accord? Si on arrive à avoir une bonne vision de soi, bon, et qu'on met en place « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », bon, il y a le « comme toi-même ». On aura déjà vu le « toi-même », donc on pourra faire le prochain. Et je finirai par une conclusion. D'accord? Alors, l'enseignement catholique au Gabon a élaboré un plan dans la même lancée que le pacte éducatif global pour mettre en place justement ce pacte. Donc ici, on va essayer de mettre en place un des points qui est écrit, qui est de former les personnes à une vision positive de soi, des autres et de notre mission. C'est ce qui est écrit, hein. J'ai cru lire ça. D'accord? Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Donc souvent dans la communauté éducative, on nous demande d'être prompte, ou on demande aux éducateurs d'être promptes pour développer beaucoup de capacités chez les enfants, de capacités chez les élèves, grands ou petits. On leur demande de développer donc de manière intégrale ces personnes. Mais aujourd'hui, on va se poser la question, et les éducateurs? Est-ce qu'on se penche sur comment on fait pour justement développer les capacités qu'on demande qu'ils développent chez les autres? Voilà. Et en fait, tout le propos va être par rapport à ça. Alors, une vision positive de soi, qu'est-ce que c'est? On va un peu déterminer ensemble ce que c'est qu'une vision plus positive de soi. En psychologie, on va dire que la vision positive de soi va se relier aussi à l'estime de soi-même. Dans cette estime de soi, on va d'abord, avant de commencer avec l'estime de soi, se connaître. Donc d'abord la connaissance de soi. Donc, en premier lieu, on va savoir d'abord c'est quoi la connaissance de soi. Je pars d'une citation d'Aristote, qui est un philosophe, qui disait que la connaissance de soi est un plaisir qui n'est possible sans la présence de quelqu'un d'autre, qui soit notre ami. L'homme qui se suffit à lui-même aurait donc besoin d'amitié pour apprendre à se connaître soi-même. On a un peu... C'est bon. Je répète. La connaissance de soi est un plaisir qui n'est possible sans la présence de quelqu'un d'autre, qui soit notre ami. L'homme qui se suffit à lui-même aurait donc besoin d'amitié pour apprendre à se connaître soi-même. Donc, se connaître, ça va découler de notre identité, d'accord? Elle va répondre à la question « Qui suis-je » Mais au-delà de qui suis-je en termes de je suis Daisy, parce que c'est écrit dans l'acte de naissance, au-delà de dire je suis une femme, parce que c'est biologiquement comme ça, on a donc cet aspect-là qui est observable dans notre identité. Mais il y a tout l'aspect qu'on ne peut pas observer qui est totalement subjectif. Donc il y a une part objective qui est ce qu'on peut voir, ce qu'on peut savoir de manière très objective. Mais il y a aussi toute la part subjective qui va être nos valeurs, ce qu'on a appris, ce qu'on a aussi appris par nos relations,
sur nous-mêmes, et ce sont les nombreuses manières qu'on aura de se concevoir, d'accord, par rapport à nos traits, par rapport à ce qu'on a aussi pu entendre de nous, et par rapport aussi à nos expériences. On va dire, ouais, moi je suis comme ça, je m'énerve si on m'embête. Voilà. Mais c'est parce qu'on a pu, à part l'expérience, le comprendre. D'accord? Bien se connaître, c'est capable de choisir, d'accord, des objectifs adaptés en fonction de ce qu'on pense de soi-même. On sait qu'on va poursuivre des objectifs, on va faire ça parce qu'on se connaît, parce qu'on sait qu'on peut atteindre ces objectifs-là. D'accord? Mais ça va dépendre aussi de ce qu'on pense des autres. D'accord? Pour se connaître, il est aussi donc nécessaire de pouvoir savoir c'est quoi, comment on s'estime en fait. Parce que vu qu'il y a la part subjective qui nécessite de connaître un peu plus nos valeurs, ce qu'on peut poursuivre, c'est quelle est notre estime de nous-mêmes. D'accord? Et on va parler un peu de l'estime de soi qui va, je pense, prendre un peu toute la place aujourd'hui. L'estime de soi, selon les auteurs, selon le couloir dans lequel on se met, c'est constitué de plusieurs piliers. D'abord, on va avoir l'amour de soi, le regard qu'on a sur soi et aussi la confiance qu'on aura en soi. Ça suggère qu'on ait un regard plus amical de soi-même. Ce n'est pas changer pour être bienveillant vis-à-vis des autres, mais c'est surtout savoir comment on peut progresser, savoir qu'on peut avoir des choses qui dépendent de nous et qu'on peut faire bien. C'est avoir aussi un juste lien aux autres. D'accord? Ça suggère, quand on développe son estime de soi, qu'on va aussi avoir un juste lien avec les autres. Comme on a dit, on ne peut pas se connaître soi-même sans l'autre. D'accord? Et donc, quelque part, on ne peut pas se passer des autres, mais on a besoin d'être toujours aussi félicité, admiré, pour pouvoir se dire qu'on est bien. Mais il est nécessaire de pouvoir s'aimer, s'apprécier, sans qu'on nous dise « c'est bien ». D'accord? Et aussi, elle suggère une ouverture au monde. L'estime de soi, ce n'est pas un but. L'estime de soi, c'est un moyen. D'accord? Pour pouvoir arriver à ce qu'on veut pouvoir donner et transmettre de qui nous sommes aux autres. Dans l'estime de soi, je vous ai dit, on a trois piliers. On a donc, j'ai dit tout à l'heure, l'amour de soi. On a la vision ou une image de soi. Et on a la confiance en soi. C'est quoi l'image de soi? Ça va être le regard qu'on va se poser vis-à-vis de soi-même. Ça va être l'auto-évaluation qu'on se fait de ses qualités, de ses défauts, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire. C'est une conviction intrinsèque de voilà comment moi je me vois, voilà comment je me pense. C'est totalement subjectif. D'accord? Ensuite, on va avoir la confiance en soi. La confiance en soi, c'est la part active de l'estime de soi. C'est ce qu'on va voir en fait. C'est, on va dire, il a confiance en lui, ça se voit parce qu'il y a telle ou telle action. Donc on va dire dans l'estime de soi, ça va être cette partie visible. Ça va être en fait la capacité de faire face aussi à l'adversité, en étant toujours égal à soi-même, sans forcément bouger parce qu'il y a telle ou telle épreuve, telle ou telle difficulté. On sait ce qu'on peut faire et on agit toujours en fonction de ce qu'on pense de soi. Et en dernier, on va avoir donc l'amour de soi. J'ai fait dans le sens inverse si vous avez remarqué. Parce qu'en fait, l'amour de soi, ça va être quelque chose qu'on se porte à soi de manière inconditionnelle. C'est l'amour qu'on a vis-à-vis de soi de manière inconditionnelle, sans avoir besoin de l'autre pour nous dire « tu es bien, on t'aime bien ». Mais c'est, je sais que je peux m'aimer
malgré mes défauts, malgré ce que je sais que je ne peux pas faire, malgré ce que je n'arrive pas à faire. D'accord? C'est cet amour de soi-là. Et cet amour de soi, elle provient de quoi? Elle provient en fait de tout ce qu'on a pu apprendre de nous depuis qu'on est enfant. Il y en a parmi vous qui ont des petits-enfants qui suivent tout au long de l'année. Mais en fait, tous les mots et tout ce qu'on va pouvoir dire aux enfants quand ils sont tout petits, d'accord, va s'ancrer. Pourquoi? Parce que les tout petits, ils n'ont pas le même recul que nous. Et donc, quand nous, on a un amour de soi un peu très bas, il suffit d'aller gratter, de savoir comment on a, tous les mots qu'on a pu nous dire quand on était tout petit, même si après on s'est un peu forgé la carapace derrière. Cet amour de soi-là, il va beaucoup dépendre de tout ce qu'on a pu vivre en famille, dans le monde éducatif, quand on était tout petit. D'accord? Et cette partie-là de l'estime de soi, c'est des parties qui est un peu difficile à rattraper quand ça a été vraiment cassé. Voilà. J'aime bien, il y a un texte que j'ai lu il y a longtemps qui disait « Les 3 premières années durent toute la vie ». D'accord? Parce que tout ce qu'on va faire les 3 premières années, donc en fait, ceux qui sont en pré-maternelle ou en maternelle, là, voilà, vous êtes des éléments importants de la constitution de l'estime de soi de ces enfants-là par les propos qu'on va pouvoir leur dire. Donc, nous-mêmes, tout ce qu'on peut vivre par rapport à notre amour de nous-mêmes, voilà, le fondement c'est là, dans tout ce qu'on a pu avoir comme nourriture affective quand on était tout petit. Alors, c'est très bien, mais c'est quoi l'intérêt de tout ça? On comprend un peu, il y a toute la partie de notre développement aussi personnel. Quand on a une bonne estime de soi, ou une bonne vision de soi, un amour de soi, donc une estime de soi qui est bonne, on a la capacité de développer nos compétences personnelles. On a la capacité de mettre en place nos valeurs, d'abord de développer de bonnes valeurs pour nous-mêmes, et on va s'apprécier, on va avoir un jugement favorable, mais surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça permet vraiment d'avoir des éléments importants, c'est protecteur même de dépression, d'anxiété, tout ça, parce qu'on va d'abord avoir une acceptation de soi-même. On va s'accepter malgré les petites choses qu'on n'arrive pas à faire, malgré les trajectoires un peu difficiles qu'on peut avoir, on va accepter d'être authentique, d'être différent. Il va aussi avoir un sentiment de compétence qui va être un peu plus élevé. Ce sentiment de compétence, à quoi ça sert? Ça permet d'affronter les succès, aussi les échecs. Ça permet aussi d'être conscient de ses capacités. Ça permet aussi de pouvoir influencer la motivation, l'engagement et tout ce qu'on va faire aussi, que ce soit pour nous-mêmes, pour les autres et dans le monde du travail. Au-delà du sentiment de compétence, on va pouvoir aussi développer une bonne attitude vis-à-vis de soi-même. Il y a des personnes qui aiment l'autoflagellation et la victimisation. C'est-à-dire, ça, en fait, ça dénote vraiment qu'on n'a pas une bonne estime de soi parce qu'on ne s'accepte pas et surtout, on n'a pas une attitude positive vis-à-vis de soi-même. Et donc, on va dire que l'estime de soi, en fait, c'est, pour de manière un peu globale, c'est un facteur de bien-être. Voilà. Ça va être ça qui, d'un point de vue personnel, ça va être le facteur qui va me permettre d'être bien avec moi et d'avoir un bien-être. On voit qu'il y a plein de choses qu'on essaye de faire pour se sentir bien, mais en fait, développer cette capacité intérieure qui est de s'apprécier, de s'accepter et d'avoir cette bonne attitude vis-à-vis de soi-même permet vraiment de pouvoir avoir un bien-être qu'on recherche personnellement. D'un point de vue interpersonnel, donc de notre relation avec les autres, avoir une bonne estime de nous-mêmes, ça permet, les personnes qui ont une bonne estime sont plus susceptibles d'être sociables. D'accord? Ils sont plus susceptibles d'avoir de meilleures relations avec les autres. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont tendance à voir le bien chez les autres.
Ça va être la personne qui critique pas. Parce qu'en fait, la critique, elle va être positive ou en tout cas elle va être constructive. Parce qu'ils veulent toujours, quand ils développent le bien en eux, ils veulent développer le bien aussi chez les autres. Donc d'un point de vue interpersonnel ou psychosocial, en fait, ces personnes vont pouvoir même aider aussi les autres à se sentir mieux. D'un point de vue professionnel, à quoi ça sert une bonne estime de soi? La bonne estime de soi va déjà avoir comme je disais tout à l'heure, des répercussions sur la motivation au travail, sur les attitudes et la gestion du travail, sur comment on va gérer le stress, parce que on sait que c'est au travail, donc on est stressé beaucoup, qu'on va développer le burn-out. En fait, c'est un facteur qui va être très protecteur pour tous ces éléments de stress au travail, de comment on va se gérer, parce qu'en fait, pourquoi on arrive au burn-out, c'est parce qu'on veut toujours faire plus que ce qu'on est capable de faire. Mais si on se rappelle, quand on se connaît et on connaît nos limites, on sait qu'à partir d'un moment, je ne peux plus. D'accord? Avant que tout ne brûle. C'est ça, un burn-out. D'accord? Le feu sort. De manière littérale. On va aussi avoir un impact sur le sentiment d'efficacité personnelle. C'est en fait la ressource qui est indéniable au travail. Si on sait que là, ce que je suis en train de faire, ça peut apporter et que je peux faire encore mieux, on va vouloir se donner un peu mieux, pas plus, mais mieux, d'accord? C'est pas la même chose. Et on va faire mieux. Ensuite, j'espère que je ne vais pas trop vite, voilà, mais moi j'aimerais avoir beaucoup de questions pour pouvoir développer les choses, d'accord? Alors, comment on va évaluer cette estime de soi? D'abord par simplement le comportement. On va évaluer le comportement justement par rapport à ce qu'on a vu. On va se voir. On a pour dire qu'on a une bonne estime de soi, c'est la juste estime de soi. Parce que l'estime de soi va dépendre de la stabilité de cette estime de soi. On ne se sent pas bien ou on n'est pas juste bien à certains moments. C'est vraiment quelque chose qui est stable, d'accord? Et ça va dépendre de est-ce qu'elle est haute ou elle est basse. Je vous avais fait un beau schéma pour que vous puissiez... Mais bon. C'est-à-dire que si on a une haute estime de soi qui est instable, on veut avoir une bonne image de soi, mais ça va dépendre des gens. Ça va dépendre du regard qu'on va avoir sur nous. D'accord? Mais de temps en temps, on va se dire, ah oui, cette personne-là, quand même, on a l'impression qu'elle est bien avec elle-même. Mais quand on va se retrouver dans une autre circonstance, on ne va plus les reconnaître. On peut avoir une estime de soi totalement instable et qui soit basse. Bon, bien sûr, c'est toute la mauvaise image qu'on va avoir de soi-même, tout le temps. On va avoir très peu de fluctuations. Ça va être toujours, on est toujours en basse estime de soi. On peut aussi avoir une haute estime de soi et qui soit stable. C'est quelqu'un qui va avoir une image de soi positive, une acceptation de soi, qui va être tolérant aux critiques, qui va pouvoir faire les choses indépendamment du regard extérieur. C'est-à-dire, si on me regarde mal, c'est pas grave, je continue à faire bien les choses. Et après, on a une basse estime de soi qui est stable. C'est un peu comme l'instable, c'est les victimes, on n'est jamais bien, c'est toujours les autres qui nous font du mal. Voilà, on est vraiment dans la victimisation. C'est l'autre qui est toujours mon problème, on m'a mal regardé, donc je ne suis pas bien. Si je ne fais pas bien un truc, c'est à cause de l'autre. Vous voyez, non? Vous connaissez des gens comme ça? C'est vrai, c'est vrai. On peut aussi évaluer l'estime de soi chez les personnes chez lesquelles on pense qu'ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Mais en fait, c'est un gros masque. Vous voyez, on met un masque. En fait, derrière, il y a quelque chose d'autre. On va avoir l'impression, vous savez, les gens qui sont très arrogants.
les personnes qui, on a l'impression qu'ils sont tellement fiers d'eux qu'en fait, ils savent tout, ils vont vous parler, vous allez dire, mais on a l'impression qu'ils sont très sûrs d'eux. Mais en fait, il n'en est rien du tout. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est arrogant, en fait, c'est un sentiment de supériorité qui est totalement improductif. D'accord? Et qui n'a aucune consistance. Si on gratte un peu, on va se rendre compte que les personnes très arrogantes, en fait, c'est des personnes qui sont très fragiles. Et qu'en fait, on est obligé de porter ce masque-là pour pouvoir cacher tout ce qu'on n'arrive pas à pouvoir penser de positif sur soi. D'accord? On va avoir, voilà, je veux dire, on va penser qu'on est meilleur que les autres, on va un peu rabaisser les autres, voilà. Mais en fait, ça note beaucoup d'insécurité. Parce qu'ils ont appris, en fait, que pour pouvoir se faire entendre ou se faire comprendre, il fallait tonner. Mais en fait, c'est totalement faux. On peut se faire entendre en étant très calme. Il y a un autre masque où on pourrait croire que c'est quelqu'un qui a une haute estime d'elle-même, mais en fait, il n'en est rien. C'est les narcissiques. C'est des personnes qui vont être très confiants. On a l'impression qu'ils sont charismatiques et tout ça. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont besoin qu'on les voit, qu'on les regarde. Vous vous rappelez, on a dit si on a une image de soi positive, on n'a pas besoin. En fait, quand on a besoin de manière excessive, qu'on nous voit, qu'on nous... Voilà, c'est parce qu'en fait, derrière, il y a un enfant qui a peur du rejet, en fait. Et il faut toujours qu'on soit au devant de la scène pour en avoir l'impression qu'on est. Et vous vous rappelez, quand on a une bonne estime de soi-même, c'est stable, en fait. On n'a pas besoin qu'on nous dise ou qu'on se voit, en fait. Si on nous voit, c'est bien. Si on ne nous voit pas, c'est bien. Bravo! C'est vrai, bravo! Je vais vous parler rapidement de tests qui existent. C'est parce qu'on m'a dit que vous étiez 300. J'ai dit, ah, je ne pouvais pas faire 300 copies, ça va faire un peu beaucoup. Sinon, je l'aurais fait. C'est une page. Le premier test qu'on peut faire, on le trouve sur Internet, d'accord? C'est, il y a des échelles. Quand on veut évaluer de manière bien objective l'estime de soi, on peut utiliser certaines échelles. Ce sont des questionnaires. Je vais vous en parler, je vais vous parler de 2 questionnaires qui sont le plus souvent utilisés. Ils sont très vieux, mais en fait, malgré le fait qu'ils soient très vieux, ils sont toujours utilisés parce que justement, ils sont, voilà, on va dire qu'on a pu voir que c'était stable et en plus, de manière très interculturelle, les résultats sont toujours vrais. La première échelle, c'est l'échelle de Rosenberg. Vous n'êtes pas obligé. Bon, vous voulez savoir comment ça s'écrit? Bon, c'est dommage, il n'y a pas de diapo. Rosenberg, R-O-S-E-N-B-E-R-G. C'est bon. R-O-S-E-N-B-E-R-G. Rosenberg. En fait, l'échelle de Rosenberg va présenter une évaluation de l'estime de soi globale. D'accord? C'est 10 énoncés, donc c'est très court, on peut faire ça en moins de 5 minutes, d'accord? Qui va en fait évaluer la perception personnelle de la personne. On a une échelle de Likert, c'est-à-dire avec, vous savez, les tout à fait d'accord, moins d'accord, pas assez d'accord, et puis en fonction du résultat qu'on va avoir, on va pouvoir savoir si l'estime ou la perception de soi, elle est bonne, mauvaise, d'accord? C'est une échelle, quand par exemple, si j'ai quelqu'un qui, j'ai envie de gratter un peu, au moins c'est très, voilà, c'est moi avec moi-même, je remplis les questions, permettent justement de ne pas avoir forcément des biais de complaisance, c'est-à-dire les personnes ne vont pas forcément se dire, bon, on va mettre tout à fait d'accord, mais en fait, parfois c'est inversé. Donc quand vous mettez tout à fait d'accord, ça veut dire que ça, en fait, c'est bas. Donc
Je vous donne quelques énoncés. Je pense que je possède un certain nombre de qualités, tout à fait d'accord, pas d'accord, etc., etc. La deuxième échelle, c'est l'échelle de Cooper-Smith. C-O-O-P-E-R-S-M-I-T. C'est ça en fait. C'est vrai. Cooper-Smith. D'accord? C'est un test qui a été construit en fait pour évaluer les attitudes envers soi-même dans plusieurs domaines: social, familial, personnel, professionnel ou scolaire, parce qu'en fait cette échelle elle existe aussi bien pour les adultes que pour les enfants. C'est adapté. Elle est plus longue parce qu'il y a 58 questions. Ça c'est quand même 15 minutes quand même pour remplir ça. D'accord? Pour résumer, je dirais qu'en fait, on évalue l'estime de soi en fonction de c'est haut, c'est bas, c'est juste. En fait, il faut se dire qu'il faut avoir une juste estime de soi-même. Pas une trop haute, parce qu'on peut avoir les arrogants, les personnes qui pensent qu'ils sont trop bien, en fait, pas trop. D'accord? Et on peut le voir. Déjà, vous avez un peu des... je vous ai donné quelques pistes. Vous pouvez savoir déjà à peu près... On s'évalue là, qui a une bonne estime de lui-même, qui n'a pas... Moi-même, je pense qu'elle n'est pas très haute. Je ne sais pas. Vous évaluez ça comment? Vous pouvez, hein. Moi, je suis ouverte à la critique. Non, c'est pas encore évalué. Juste, on attend la fin pour savoir à peu près où vous me situez. D'accord. Alors, comment on va tenter de développer une bonne estime? C'est d'abord en se questionnant soi-même. D'accord? Dans l'église, on fait un truc, ça s'appelle avant la confession, là. Comment ça s'appelle encore? L'examen de conscience. On essaie de savoir, bon, j'ai fait quoi? Est-ce que c'était bien? Est-ce que je me connais? Et pour se questionner, en fait, faire un examen de conscience, il faut déjà avoir une conscience. Non. Pour pouvoir faire l'examen de conscience, il faut avoir une conscience. D'accord? Pour être conscient, d'accord? Il faut être à même de pouvoir se connaître un peu. N'est-ce pas? Sinon, en fait, on n'est pas conscient. Et donc, on risque de faire l'examen d'inconscience. On va faire d'abord, on va pouvoir avoir, il y a des questionnements qu'on peut se poser. D'accord? On peut faire tout un cheminement de questions pour nous, pour pouvoir justement développer les choses. C'est d'abord, la première, c'est se comprendre soi-même. D'accord? Une question. Si on vous enlevait tout ce que vous avez aujourd'hui, quand vous laissez vous avec vous-même, tout seul, comment vous définirez? On vous enlève l'école, on vous enlève le fait que vous soyez religieux ou pas, on vous enlève le fait que vous soyez aimé ou pas de la famille, que vous travaillez ou pas, que vous ayez la voiture, les enfants, tout ça. On enlève tout. Vous êtes qui? Ça, c'est la première étape. C'est se connaître, c'est me comprendre moi-même, c'est comprendre qui je suis sans tout ce qui est autour là. D'accord? Et petit à petit, on va prendre le temps de s'imaginer moi avec moi, se comprendre soi-même et permettre de se dire, mais en fait, si je suis moi et que malgré ce que je n'ai pas là, je peux rester moi, on commence déjà à faire un petit bond. Mais si on est déjà mal, parce qu'en fait, si on enlève ma dernière... il y a quelqu'un qui a une Porsche. Ma dernière Porsche et tout ça. Non, personne n'a de Porsche. Moi, ça n'aime pas la Porsche. D'accord? En fait, c'est vraiment prendre le temps de réfléchir, de se questionner sur, en fait, qu'est-ce qui me reste de valeur si on enlève tout ce que j'ai.
D'accord? C'est quelle place que j'occupe dans le monde? C'est qui je suis, qui je ne suis pas. On va d'abord se comprendre. Il y a tout plein de questions. Alors, quand j'apprends à me comprendre, c'est je sais où j'ai des difficultés. J'apprends à savoir où j'arrive à faire les choses. J'apprends à me comprendre. Ensuite, la deuxième étape, quand on s'est compris, c'est accepter, c'est s'accepter. D'accord? Là, c'est la deuxième étape. On se comprend. Ensuite, on s'accepte. Maintenant qu'on a une image précise de soi, on sait qui on est parce que malgré tout ce qu'on a enlevé autour, je sais quand même ce qui reste de moi, c'est s'accepter. Accepter qu'en fait, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi. C'est pas grave. D'accord? Accepter que je peux avoir des difficultés. C'est pas grave. Pour s'accepter, une question. Qu'est-ce que je me reproche moi-même? Ne me répondez pas. Qu'est-ce que je me reproche à moi-même? Mais vraiment et j'ai envie de vous dire, et je répondrai à ça, donc c'est pas grave. Acceptez que ça, vous y arrivez pas ou que, voilà. La chose qui vous embête le plus, là, ce que vous pensez que à cause de ça, vous ne pouvez rien, là, que vous vous reprochez vous-même, la pire des choses. Et là, ça me fait penser à une parole de la Bible, là, même si vos péchés sont rouges comme le pourpre, il devient plus blanc que la neige. Où ça? Plus blanc que la neige au soleil, c'est ça, non? En gros, même si je me reproche quelque chose, si j'arrive à me dire, malgré le fait que je me reproche quelque chose, j'accepte que ce soit moi, j'accepte que ce soit moi avec ce que j'ai, bon, on fait déjà un autre pas. Donc la première chose, c'est on se comprend. Ensuite, on va s'accepter. Et ensuite, une fois on s'accepte, bon, naturellement, on va faire quoi? On va s'aimer. D'accord? Ces petites étapes-là nous permettent de développer petit à petit une bonne estime de nous-mêmes. Et puis, pour finir, on a dit ça, je pense aussi un peu à la messe, c'est être responsable de soi. C'est pas parce qu'on a accepté que bon, ça va, j'arrive pas à faire des choses, qu'on s'aime, que maintenant on va faire comme si c'était pas à bouger, qu'on n'avait pas à bouger. D'accord? On doit toujours essayer de bouger. Pour soi-même, pas en étant en compétition avec qui que ce soit. D'accord? Comme on dit souvent aux enfants qui ont des difficultés, on dit la seule personne avec qui on les compare, c'est eux-mêmes. Entre hier et demain, ce qu'ils ont fait. Voilà, on ne va pas les comparer à un autre enfant, on va les comparer eux-mêmes avec eux-mêmes. On va se comparer soi-même avec soi-même. C'est pas la peine de vous comparer avec les autres. D'accord? Ok? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. C'est Oscar Wilde qui dit ça. Si je peux mettre ça en gros dans mon cabinet, je vais faire ça. D'accord? Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, en fait. D'accord? Donc, être responsable de soi. Quand on a une bonne estime de soi, on va se rendre compte, on n'a plus les événements et les personnes n'ont plus de prise sur nous. D'accord? On reprend en fait les rênes de notre vie. On a le choix et on devient responsable de ses échecs et de ses réussites. Les échecs, c'est pas à cause des autres et les réussites, c'est pas à cause de la chance. On est responsable de soi-même. Ensuite, on a souvent ce qui biaise un peu et qui nous empêche de développer une bonne estime de nous-mêmes. Et donc, il faut les repérer pour pouvoir justement les développer. C'est les fausses croyances ou les schémas qu'on a. Je vais essayer de les citer. Il y en a 18 qui ont été repérés par un monsieur qui s'appelle Jung. Ce sont les schémas dysfonctionnels, d'accord, de nous-mêmes. Une fois qu'on les a repérés, on peut déjà commencer à faire un petit travail en se disant, ok, je me reconnais là. Il y a l'abandon ou la privation émotionnelle. C'est toujours se sentir seul, se sentir abandonné, on ne m'aime pas. Il y a la méfiance ou l'abus de pouvoir. C'est se méfier des autres. Toujours avoir peur d'être exploité ou d'être maltraité. La dépendance ou l'incompétence. Se sentir incapable de gérer sa vie
sans l'aide des autres. La vulnérabilité à la honte ou la honte, c'est avoir honte de soi-même, de crainte d'être rejeté ou jugé, d'accord? Le déni, la soumission, s'oublier pour satisfaire les autres. On va dire non, moi j'aime les autres beaucoup, je préfère faire passer les autres avant moi. D'accord? L'émotionnellement dépendant, le subordonné, qui dépend des autres pour se sentir aimé ou valorisé. La grandeur ou l'omnipotence, se sentir supérieur aux autres, le besoin de dominer. L'indigne ou le haineux de lui-même, se sentir indigne d'amour et de respect. L'isolement ou se déconnecter socialement, c'est se sentir seul et trop différent des autres. Les préoccupations excessives, l'inquiétude, s'inquiéter en permanence, être toujours angoissé. Il y a la rigueur et le perfectionnisme, avoir des attentes élevées de soi-même et des autres, être exigeant, être... Alors, l'exigence, c'est bien. Quand ça devient juste la manière dont on agit, ça pose un problème. On peut être un peu de tout ça, hein. On peut parfois se sentir, ça se fait pas. Quand je dis que ce sont des schémas dysfonctionnels, c'est vraiment comme ça que les personnes, de manière répétée, continuelle, dans tous les domaines de la vie, se comportent. Hein. C'est pas juste un peu ici et un peu là. Voilà. Et ensuite, on a encore d'autres. C'est dommage. Si vous allez là, vous aurez écrit. Mais de toute façon, il y a le papier. Puis, ma soeur, si vous voulez le PowerPoint, je pourrais vous le remettre. Ensuite, quand on n'arrive pas, malgré tout ça, à arriver à être un peu mieux, ben écoutez, on est là. Hein. Les psys sont là pour vous. Voilà, on est là pour vous aider à vous questionner quand vous n'arrivez pas à le faire vous-même, parce que parfois ça peut être violent hein, quand on se rend compte de certaines choses, de soi-même, ou quand on se rend compte, ah oui, quand même, avec ce qu'on a dit, je me rends compte que j'ai une basse estime de moi, mais franchement, au lieu de que ça nous aide, ça nous enfonce. Bon, pardon, allez parler à quelqu'un, si c'est pas un professionnel, mais quelqu'un qui puisse vous aider un peu à mieux vous en sortir. Le but n'est pas de se dire, je suis trop bien, j'ai pas besoin. Dès que vous me dites ça, vous avez un problème. Je dis à mes patients que les plus courageux, c'est eux. C'est eux les plus courageux. Ils ont le courage de venir parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Et en plus, je ne suis pas du tout la meilleure psy du Gabon, parce que franchement, je me moque de mes patients. Il faudrait leur demander, je me moque bien d'eux. Ça fonctionne. Et enfin, une fois qu'on sait tout ça sur soi, aimer les autres comme tout ce qu'on a vu chez soi, là, une fois qu'on a réussi à développer ça chez soi, c'est justement, si je m'aime moi, ben on va essayer de développer ça chez les autres. On va essayer d'aider les autres, on va tirer les autres à, il n'est pas très bien, bon, qu'est-ce que moi je peux faire? On va essayer de se questionner ensemble. Et apprendre aussi à l'autre qu'en fait, c'est pas grave s'il n'y arrive pas, il finira par y arriver. Si vous critiquez trop l'autre, vous êtes responsable de s'il est mal. Si vous vous retrouvez à 2 ou 3, vous sabotez quelqu'un, s'il ne fait pas bien son travail, c'est de votre faute. Pourquoi? Parce qu'en fait, si j'ai une bonne estime de moi-même, premièrement, je ne critique pas, mais deuxièmement, je vais aller tirer l'autre pour lui faire des remarques constructives. Sinon, ça va être l'improductif, ça va être le narcissique. Donc, je vais finir en disant qu'en fait, pour avoir une communauté éducative plus épanouie, il faut avoir un épanouissement de chaque membre. Si chacun n'est pas épanoui, si chacun n'arrive pas à développer des capacités personnelles positives, d'accord? En fait, on va être toujours très
malgré le fait que l'autre ne soit pas bien, que j'essaye pas de l'élever, ben en fait on n'aura jamais une communauté épanouie. L'épanouissement dépend en fait de comment je fais en sorte que celui qui soit à côté de moi soit mieux. Que moi j'avance et que je sois meilleur chaque jour, d'accord? Mais que l'autre aussi soit mieux. Et en plus, on a des enfants à éduquer tous les jours, vous les voyez plus que leurs parents, d'accord? C'est comment je vais apporter le fait que cet enfant, cette personne, mon collègue ou la religieuse, c'est pas parce qu'elles sont religieuses, il faut se les aider, d'accord, à pouvoir développer une bonne vision de soi. En espérant avoir répondu aux attentes, je vous remercie pour votre attention. Bravo, bravo. Alors, nous disons un grand merci à Madame Daisy, qui est notre, enfin, pour certains, elle sera la psychologue maison, qui va nous aider naturellement à développer cette estime de soi, qui nous permettra demain non seulement de rebooster notre façon de travailler, mais également de soigner notre image, être nous-mêmes, surtout être vrai et un modèle. Parce que notre société aujourd'hui tend à... Notre société vacille ou évolue en dents de scie parce que généralement les enfants n'ont pas de bons repères, ils n'ont pas de modèle. Et quand on a l'estime de soi, merci Madame de nous avoir aidé justement à regarder cette estime de soi qui fera de nous, pas seulement les éducateurs, mais également des modèles pour ces enfants dont nous avons la charge. Alors pour avancer, nous allons prendre juste 3 questions. Alors, on va prendre juste 3 questions. Oui, au fond, avancer. Et pendant qu'elle s'avance, raison pour laquelle, pour nous aider dans l'estime de soi, on a choisi de marcher ensemble. Donc nous allons prendre la première question, la deuxième question ici. Priez de vous présenter pour qu'on puisse vous connaître. Bonjour à tous, je suis Daniel Claude des Sœurs Bleues. Alors ma question est la suivante. J'aimerais savoir quelle est la frontière entre l'estime de soi et l'orgueil. Voilà, nous prenons la deuxième question. Merci, je suis Elie Kayas du lycée de Moscou. Alors ma question est celle-là. Comment reconnaître soi-même que nous sommes passés de la haute estime de soi à de l'arrogance primaire ou voilée? Voilà, on prend la question d'une religieuse aussi. Alors je suis Soeur Ursula, je voudrais savoir s'il y a un lien entre l'estime de soi et la dépression qui nous arrive parfois à force de beaucoup travailler, voilà, et puis à un moment donné on est déprimé. Alors, nous allons prendre... Il y avait une main tout au fond, oui, en casquette. Avancez. Et on prendra aussi une question. Bonjour à tous, je m'appelle Moukani Régis, enseignant au lycée de Moscou. Bien, ma question est celle-ci. L'estime de soi n'est-il pas un concept complexe et qui peut varier d'une personne à une autre par rapport au, si je peux dire des thèmes que vous avez employés, notamment le perfectionnisme, l'arrogance, je citerai même l'évitement des défis. Merci. Bonjour à tous. Je suis Mitege Alain, j'enseigne à Père Félix Brunetti. Ma question aujourd'hui, c'est de savoir sur l'estime de soi. Est-ce que, madame, l'estime de soi n'a pas un problème avec autrui? C'est-à-dire que lorsqu'on a développé son estime de soi,
et à ce qu'on ne va pas ignorer notre voisin. Merci. La dernière. Pascal, même Jean la l'estime de soi ne peut-elle pas souffrir de l'intoxication émotionnelle? C'est une première préoccupation. La deuxième, c'est que pour mieux vivre avec l'autre, il faut s'estimer correctement soi-même. Fort malheureusement. La première, oui, je disais, l'estime de soi ne peut-elle pas souffrir de l'intoxication émotionnelle? La deuxième préoccupation, c'est que dans nos établissements, dans le système éducatif, nous avons toutes les matières nécessaires pour préparer notre avenir professionnel, mais comment faire pour intégrer dans ce processus éducatif une discipline qui apprendrait non seulement aux élèves à s'estimer, mais aussi aux enseignants à s'estimer, aux parents à s'estimer. Merci. Alors, merci pour ces différentes questions qui permettront naturellement à Madame Désir de renchérir, sinon de nous aider un peu plus davantage dans notre estime de soi, qui sera un moyen d'apaisement. Alors, merci. Je vais répondre à toutes les questions en un seul, c'est-à-dire, je ne vais pas dire, je réponds à la question 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Je vais répondre. D'abord, on a pu voir en fait que justement, il y a des frontières qui sont parfois très limites entre j'ai une très bonne estime de moi-même avec des comportements qui sont un peu excessifs. L'estime de soi-même, comme je l'ai dit, ça permet d'estimer les autres. L'estime de soi ne peut pas, si on a une bonne estime de soi, on ne peut pas justement dénigrer, oublier, rabaisser l'autre. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous permet d'être juste avec moi. Et si je suis juste avec moi, je ne vais pas être injuste avec les autres. Quand on est arrogant, quand on veut justement, l'orgueil, c'est justement, c'est la limite de dire moi je ne peux pas accepter que, il est hors de question que. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, l'orgueil commence quand tu dis il est hors de question que. Ça veut dire que ça, je ne peux pas accepter ça parce que ça veut dire que si j'ai une bonne estime de moi, j'accepte la critique. J'accepte la critique non pas comme quelque chose pour me fusiller, mais quelque chose qui pourrait me permettre d'évoluer, et j'arrive à faire la juste part entre une bonne critique et en fait une critique qui est juste là pour vouloir me piler. Mais comme je suis juste et stable avec moi-même, je comprends que, ok, cette critique, elle peut m'aider, mais celle-là, en fait, c'était juste pour pouvoir me rabaisser, en fait. Et je passe. D'accord? Est-ce que ça varie en fonction des personnes? Oui, l'estime de soi varie en fonction des personnes. Il y a des personnes qui ont une haute, qui ont une basse estime d'eux-mêmes. Il y en a qui ont une trop haute estime de soi, les gens qui sont imbus un peu d'eux-mêmes. Mais à partir de là, comme je disais, le but c'est d'avoir une juste estime. Ni trop haute, ni trop basse. Elle est juste. Pas instable, mais elle est très stable. Ce qui fait que ça ne bouge pas en fait. Justement, l'estime de soi basse, elle va bouger en fonction des événements, des personnes. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on devient indifférent aux autres. Ça veut dire on arrive à s'aimer, s'accepter, à être responsable de soi et donc à pouvoir le voir aussi chez les autres.
Si jamais les autres n'arrivent pas à le développer, avec ce qu'on peut, on peut les aider. Si on ne peut pas, on réfère. On dit, ce serait peut-être bien que tu vois quelqu'un pour t'aider un peu mieux. J'ai fait ce que je peux, mais moi je ne suis pas professionnelle. D'accord? Est-ce que, justement, l'estime de soi peut être intoxiquée par tout ce qui est intoxication émotionnelle? Mais oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que quand on est tout petit et qu'on nous a déjà mis plein de choses dans la vie, ben, ça intoxique notre émotionnel. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au schéma dysfonctionnel, ben, c'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on a une estime de soi qui ne va pas se développer parce qu'en fait, déjà, à la base, on a dit des choses qu'on n'a pas pu comprendre, qu'on a interprétées parce qu'on est petit et qui restent un peu bloquées. Et on va tourner avec. C'est vrai qu'on apprend les maths, le français, l'histoire géo, mais en fait, peut-être que sans vous rendre compte, vous ne vous rendez pas compte que vous apprenez aussi aux élèves à être élèves. Et donc à apprendre à accepter l'autre, à s'accepter soi, à dire des mots justes, je l'espère. Ne pas dire à un enfant, tu es bête, tu vas arriver à rien. Parce que personne n'est bête et personne ne va pas arriver à quelque chose. Mais savoir que peut-être qu'en fait là, moi, je suis un peu incompétent face à cette situation-là. D'accord? Et savoir comment je fais pour aider cet enfant-là. Si vous trouvez qu'il y a un enfant qui vous embête dans une classe et que vous n'y arrivez pas, c'est pas lui qui a tous les problèmes, c'est vous qui n'arrivez pas aussi à l'aider. Donc il faut trouver un moyen de l'aider. Et si vous ne les avez pas, ben, il faut chercher les moyens de se faire aider. Et ne pas avoir honte de dire, là j'arrive pas. D'accord? D'accord? Parce que justement, c'est comme ça qu'on va permettre à un enfant de développer son estime de lui-même. D'accord? Savoir que j'ai fait quelque chose, c'est pas bien, je peux faire mieux. Et si je n'y arrive pas, il y a ma part de responsabilité, mais peut-être qu'en fait, j'y arrive pas tout seul. Si vous avez un dyslexique à qui vous dites tu es trop bête, tu sais pas lire, c'est qui a un problème? C'est qui? C'est lui ou c'est vous? C'est vous parce qu'en fait vous savez même pas c'est quoi la dyslexie. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Bon, la dyslexie on entend beaucoup, mais il y en a d'autres qui ont plein d'autres problèmes. Allô, allô? Vous voulez pas entendre mes réponses? Mais pourquoi vous parlez en même temps que moi? L'estime de soi permet de protéger contre la dépression, contre l'anxiété. C'est un facteur protecteur contre tous ces troubles de la santé mentale. D'accord? Parce que c'est quoi la dépression? C'est simplement quelqu'un qui n'a plus, c'est vraiment comme le ballon qu'on perce en fait. Vous voyez, c'est gonflé, plein, il n'y a plus rien. C'est quelqu'un qui va se sentir à un moment donné totalement vide, sans sens, d'accord? Mais si je suis assez stable avec moi-même, j'arrive toujours à trouver le sens de ce que je fais et de qui je suis, d'accord? Déprimer, c'est pas être en dépression. C'est pas la même chose. Non, non, je déprime, tout le monde peut déprimer dans la vie. La dépression, c'est une maladie. D'accord? C'est vraiment, depuis plusieurs mois, cette personne, je sais pas, mange trop, ne mange plus assez, n'a plus d'intérêt pour rien, n'est plus... Mais c'est pas juste parce qu'il a fait ça hier, parce qu'il a vu un accident. C'est pas ça. Ça, on est des êtres humains normaux. Vous allez être triste, vous allez être... voilà, tout le monde peut être triste, tout le monde peut avoir peur, tout le monde peut être surpris. C'est pas anormal. D'accord? Ça devient un problème quand ça perdure et quand c'est excessif. D'accord? Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Sauf si quelqu'un n'a pas entendu sa réponse. Mais j'ai répondu à toutes les questions.
Alors, merci encore. Merci beaucoup, Madame, pour vos lumières, surtout pour votre aide. Rassurez-vous, nous allons désormais passer pour ceux qui ont justement l'estime de soi, qui en dents de si, demain c'est haut, après c'est au milieu, après demain c'est déjà en bas. On ne sait plus là où on se retrouve. Donc, merci. Après ce propos, nous allons prendre quelques minutes, sinon 10 à 15 minutes de pause. Et après la pause, nous allons revenir pour marcher ensemble, justement, et améliorer notre production dans ce que nous proposons aux enfants. Et je sais que dès demain à 7h30, nous allons regagner chacun son milieu de travail pour continuer à développer l'estime de soi. Voici l'ordre de passage du défilé, sinon de la présentation joyeuse, nous l'avons appelé comme ça. Nous allons commencer par ceux qui jouent à domicile. Donc puisque nous sommes à domicile, c'est Mère Jean-Gabriel à qui nous disons déjà un grand merci pour l'espace et toute la logistique qui est mise à notre disposition. Donc nous commençons par Mère Jean-Gabriel, le complexe scolaire bien sûr. Et comme le grand ne peut pas marcher sans le petit, donc Mère Jean-Gabriel après va directement entraîner le plus petit. Donc nous parlons de la maternelle qui est à Garoutière. Ensuite, nous allons du côté de Bikele avec Notre-Dame du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire, nous prendrons Jésus-Marie et donc nous allons traverser directement pour aller à Nicologo. Après Jésus-Marie, nous allons prendre Marie Javoué. J'espère que j'ai bien prononcé. Pardon? Anne-Marie. D'accord, ok, je vais ajouter Anne. Merci beaucoup. Désolé d'avoir écorché le nom de l'établissement. Après Anne-Marie, nous allons prendre le lycée Don Bosco. Après le lycée Don Bosco, le complexe scolaire Don Bosco. Après le complexe scolaire Don Bosco, les deux complexes scolaires 5 heures de Marie. Donc nous avons deux complexes scolaires de 5 heures de Marie. Après, nous passerons au complexe scolaire du Divin Amour. Les deux complexes scolaires. Donc, c'est le Divin Amour. Donc, on a terminé avec l'amour de soi et l'amour des autres. Le Divin Amour également va clôturer le défilé. Donc, nous prenons juste, si on respecte le temps, on partira tôt. Si on est en retard, on partira également en retard. Donc, prenons juste 15 minutes. Après les 15 minutes, nous revenons pour le défilé selon l'ordre qui vient d'être décliné.